Donc, bienvenue à tous. Merci de votre participation à ce premier webinaire à destination des professionnels de santé, organisé par le CRCDC Grand Est. Donc, pour ce premier échange, nous avons d'une part essayé de faciliter ou privilégier les interactions, et nous avons décidé de commencer par les moyens de prévention contre le cancer du col de l'utérus, avec une première partie qui sera dédiée à la vaccination anti-HPV et les interventions du professeur Christine Clavel et de la sage-femme Madame Narges Klein, et puis un point sur le dépistage dans la région avec les interventions de notre médecin référente DOCU, donc dépistage du cancer du col de l'utérus, et du docteur Émile Mereb. Donc, sachez également que cette intervention est enregistrée pour qu'elle puisse être revisionnée soit par les absents, soit par vous-même. Nous vous enverrons par la suite, par email, les présentations de ce soir en format PDF. Voilà, donc je laisse la parole à professeur Christine Clavel sur la vaccination. Écoutez, merci beaucoup. Je vous demanderai juste, pour ceux qui ne parlent pas, de bien couper vos micros parce que j'ai entendu Larsen de temps en temps. Hein, voilà, juste par précaution, voilà, désolé. Bonjour à tous pour commencer et merci aux organisateurs de nous permettre de discuter ce soir sur ces sujets très intéressants. Alors, la vaccination anti-HPV prophylactique, actuellement, comme vous le savez, est un moyen de prévention primaire, à côté du dépistage qui est un moyen de prévention secondaire. Peu importe, actuellement, les deux ont une action synergique, le souhait à terme étant une vaccination primaire organisée chez des jeunes adolescents, garçons et filles, comme vous le savez déjà. Alors, on m'a demandé de faire des petits rappels sur les HPV très rapidement. Alors, il s'agit de l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente dans le monde. Hein, j'ai bien dit infection et non pas maladie sexuellement transmissible, car ce n'est pas parce qu'on a un HPV positif qu'on aura forcément un cancer, heureusement. Ces HPV à haut risque oncogènes sont donc indispensables à la carcinogenèse cervicale, entre autres. Hein, il y a d'autres cancers impliqués qu'on verra tout à l'heure, avec des génotypes à haut risque bien connus maintenant, HPV 16, 18 et aussi 33. La prévalence de ces HPV à haut risque globalement dans la population française est importante, d'environ 10%, on dit de 8 à 15, avec un pic avant 30 ans, 20 à 25% des femmes avant 30 ans sont HPV positives, et après 30 ans, on a affaire à environ 10% des femmes. La transmission de ce virus est forte par acte sexuel. Plus de 80 à 90% de ces infections HPV à haut risque sont transitoires, asymptomatiques et spontanément régressives, heureusement. Ce qui est dangereux, c'est simplement la persistance sur plus d'un an d'une infection HPV à haut risque oncogène. C'est ça qui est dangereux. Alors, je ne préciserai plus maintenant à chaque fois à haut risque, on ne parle ce soir que des HPV à haut risque. Un petit rappel sur les vaccins. Bon, vous connaissez tous Gardasil quadrivalent, le Cervarix qui protège en France contre environ 70 à 80% des cancers du col, et est arrivé en 2018 le Gardasil 9 nonavalent, rajoutant les HPV 31, 33, 45, 52 et 58 qui augmentent la protection des cancers du col utérin, 90 à 95% des CCU, 90% quasiment des lésions précancéreuses, mais aussi environ 90% des cancers du canal anal et 30, 40 à 45% des cancers oropharyngés selon les pays. Actuellement, est retenu 2 doses pour les filles et garçons entre 11 et 14 ans depuis décembre 2019. Un petit rappel pour vous resituer la prévalence de chaque HPV. Vous voyez HPV 16-18 dans environ 80% des cancers du col, 6 et 11 dans plus de 90% des verrues anogénitales. Les HPV complémentaires du vaccin correspondent à environ 5 à 20% des cancers génitaux. Et vous avez la prévalence par type, 45, environ 6%, HPV 31, 33, environ 4% chacun, et 52, 58 et aussi 35, environ 2 à 3% chacun. Voilà pour ces rappels. Et voyons maintenant donc les vaccins. Pourquoi, pour qui et comment. Et nous finirons par la sécurité vaccinale. Alors, là, s'il vous plaît. Merci. Il y a quelqu'un qui parlait. Les infections donc HPV sont très fréquentes. On vient de le voir à l'instant. C'est une IST. La transmission est forte. La persistance de l'infection est la chose à risque. Et il faut dire aussi que le nombre de partenaires sexuels a augmenté depuis 10 à 20 ans. Tout ça
a concouru à créer des vaccins, c'est tout à fait logique, et de nombreuses études ont commencé par montrer une diminution des infections HPV non oncogènes au niveau des virus anogénitales, puis une diminution des lésions précancéreuses, et on commence à avoir des études qui montrent la réduction du risque de cancer du col, notamment l'AI en 2020 qu'on reverra tout à l'heure. Voilà. Alors, pour vous prouver qu'il y a beaucoup d'HPV, ici des oncogènes, et vous voyez par groupe, par exemple, que 16, 33 et 58 sont assez proches, il y a des racines communes, et c'est comme ça que sont établis les sondes moléculaires d'un côté et les vaccins de l'autre pour établir des croisements. Donc, beaucoup de virus, beaucoup d'infections, une prévalence très importante, on vient de le voir, avant 30 ans et 10% après 30 ans. Et vous voyez ici l'incidence du cancer qui augmente avec un pic à 50 ans environ et les cancers in situ plutôt vers 35 ans et une courbe montrant la mortalité en miroir. Ce qui est intéressant, c'est que ces courbes, ces pics sont exactement les mêmes quasiment dans chaque pays du monde entier. Beaucoup d'HPV, beaucoup d'infections, beaucoup de cancers. Les HPV sont responsables de 6% des cancers actuellement chez l'homme. Voici des chiffres de 2015 en France, avec environ 3 000 cancers du col, comme vous savez, et 1 000 décès. En Europe, 33 000 et 15 000 décès. Beaucoup d'HPV 16 et 18. On a aussi des cancers de la vulve et du vagin, 13 HPV positifs, comme on a aussi des cancers du canal anal, 93% HPV positifs. Cancer du pénis, 63, 80% HPV positifs, et des cancers oropharyngés en France, environ 30-35% HPV positifs et beaucoup plus aux États-Unis. On estime qu'actuellement en France, il y a 6 300 cancers HPV induits, environ un tiers chez l'homme. Et pour vous citer ici les cancers de l'anus, plus importants chez la femme que chez l'homme, 1100. Et chez l'homme, plus de cancers de l'oropharynx, 1300 versus 400. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on a environ, on va dire, 25 à 30% de ces cancers chez l'homme maintenant. Et voilà, pour conclure tout ça, au niveau historique, les premiers vaccins sont arrivés en 2006, 2007 et 2014 pour le Gardasil 4, le Cervarix et le Gardasil 9, après avoir prouvé que les VLP, ces composants protéiques basés sur une protéine majeure de capside L1, étaient totalement sécuritaires. Beaucoup de ces données sont sur les sites de l'INCA. Voilà. Alors, pour qui sont ces vaccins? Pour des jeunes filles dans un premier temps, vous le savez, depuis 2007, et maintenant pour des jeunes garçons depuis 2019 en France. Effectivement, la couverture de la vaccination n'était pas atteinte chez les femmes. Il a été montré que la vaccination des garçons est coût-efficace et que cette protection directe des garçons et indirecte des femmes participe à l'augmentation de l'immunité de groupe pour les gens non vaccinés. Et il faut donc vacciner les deux. Et plus la couverture vaccinale est importante, plus la protection est grande. Ainsi, pour éliminer le type HPV-16, qui est plutôt un papilloma assez persistant, il faut une efficacité vaccinale maximale. L'INCA avait prévu au départ, enfin l'HAS, qu'il y ait une couverture en France d'au moins 60%. On en est loin, on en est à peu près à 30% actuellement, mais avec une couverture déjà à 60%, alors c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien, on a à peu près 50% de cross-protection qui peuvent permettre d'éliminer les HPV les moins persistants. Donc plus la couverture augmente, on commence par éliminer les moins persistants qui n'ont pas le temps de se reproduire et de s'installer, et à la fin, on élimine les plus persistants. Voilà les recommandations de l'HAS en 2019 chez les garçons, donc garçons de 11 à 14 ans, donc comme les filles, avec 2 doses à 6 mois d'intervalle, un rattrapage possible pour les adolescents et jeunes adultes de 15 à 19 ans, 3 doses, 2 mois puis 6 mois, et le maintien de la recommandation pour le Gardasil 9 chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes jusqu'à 26 ans révolus, avec 3 doses aussi. Un article de Shaw récemment montre des analyses de prévalence HPV anal, orale et pénienne, et avec la vaccination mixte, montre une diminution de la prévalence anale chez les hommes homosexuels. Donc, en conclusion de cette vaccination pour jeunes filles et jeunes garçons, la cible première est simple, ça tombe bien pour une fois, vacciner des préadolescents, filles et garçons du même âge. L'immunisation des filles protège les garçons indirectement et inversement. L'immunité de groupe, vous l'avez bien compris, on en parle beaucoup en ce moment pour le coronavirus, mais là, elle est extrêmement importante pour éliminer les types d'HPV persistants moins longtemps que le type 16 par cross-protection, et il existe une dynamique européenne en faveur d'une vaccination mixte, comme nous allons le voir après.
Il faut encourager les professionnels de santé à faire des propositions vaccinales systématiques, à restaurer la confiance vaccinale, prévoir un besoin croissant de vaccins au niveau mondial, faciliter comme toujours l'accès à la vaccination. Et heureusement, maintenant, l'acceptabilité augmente chez les parents et les médecins généralistes. Le seul frein moteur était malheureusement ce Covid-19 qui a fait chuter la vaccination, qui est en train de remonter tout doucement. À côté de ces vaccinations pour jeunes filles et jeunes garçons, il y a d'autres propositions, notamment les femmes vaccinées en post-conisation, où on peut proposer de vacciner en complément d'une conisation. Il y a environ 30 000 conisations par an en France, et ces femmes ont 5 fois plus de risque de faire un cancer du col après traitement que celui de la population générale. Donc il y a des récidives. Et ce risque de récidive dans les 2 ans est d'environ 7% chez des femmes traitées, donc non vaccinées. Le risque reste élevé à long terme, sur plus de 10 ans, notamment chez les non-vaccinés. Et on a aussi une persistance, ça va de soi, HPV dans les tissus. 30% des femmes restent HPV positives à 3 mois après traitement et environ 20% sont encore positives 12 à 36 mois après. Alors, comment fonctionne cette vaccination ici? Eh bien, en fait, c'est une hypothèse, on n'est pas encore bien sûr, mais on aurait un nouveau statut humain de la muqueuse cervicale conisée qui est proche de celui d'un micro-environnement HPV naïf. Et ainsi, l'arrivée massive d'anticorps protecteurs éviterait les réinfections. Donc, le fait de retirer une lésion, ça recrée une cicatrisation et un environnement quasi naïf qui permet l'action bénéfique des anticorps. Des articles très récents, comme celui de Jenke en 2020, a montré sur plus de 21 000 femmes une réduction du risque de récurrence des CN2+, de 59% parmi les vaccinés et 63% si on considère les HPV 16 et 18. En Catalogne, la vaccination est recommandée maintenant en post-vaccination avec un risque de récurrence de lésions précancéreuses du col qui est réduit de 80%. En France, cette vaccination HPV n'est pas recommandée en prévention des lésions récurrentes. Donc, à côté de ces nouvelles propositions qui arrivent tout doucement, il y a aussi des propositions plus anciennes de vacciner des femmes plus âgées, de 25 à 50 ans. Et là, on se rend compte que le vaccin, évidemment, n'est pas efficace à 100%, mais il est efficace quand même chez des femmes qui ont déjà été exposées aux HPV, paradoxalement, mais des femmes qui sont séropositives et qui sont redevenues ADN HPV négatif, ce qui est assez intéressant. En plus, il n'y a pas de barrière majeure à la vaccination HPV dans l'opinion des femmes adultes suite à une étude européenne qui étudiait ce souci-là, entre autres, étude à laquelle nous avions participé pour le côté français. Vaccination contre le cancer de l'oropharynx maintenant, qui sont quasiment tous à HPV 16 chez l'homme et les femmes, et surtout chez les hommes. Effectivement, il y a une augmentation mondiale des cancers oropharyngés qui augmente plus vite chez les hommes que chez les femmes, tant et si bien que cette pathologie oropharyngée est plus fréquente aux USA que celle du cancer du col, et la même tendance arrive en Europe. Ainsi, la FDA a approuvé en 2019 la vaccination par garde des Z9 pour les hommes et les femmes de 27 à 45 ans, car ça pose vraiment problème aux États-Unis actuellement. Et enfin, la vaccination peut aussi servir aux lésions précancéreuses et cancéreuses du cancer du canal anal. Alors, j'ai mis les cancéreuses entre parenthèses parce qu'on n'a pas toujours les preuves ou les articles qui vont jusqu'au bout, mais très logique que ça marche aussi de la même manière. Donc voilà, ces nouvelles propositions qui sont en cours de confirmation petit à petit. Donc voyons maintenant toute cette couverture vaccinale depuis 2006. Un article de l'OMS de Bonani montre justement l'implication de le taux de couverture vaccinale en fonction des différentes recommandations. Il y a beaucoup de recommandations pour les filles avec une majorité de pays financeurs, 87% de recommandations pour les filles et beaucoup de pays financeurs. 46% recommandent pour les filles et garçons, mais ne financent pas tout le temps. Les derniers pays qui ont recommandé pour les garçons en 2020, Portugal, Suède, Finlande, et 2021, France et Pays-Bas. Alors, il y a des améliorations de ces couvertures vaccinales. À cette époque de l'article, ce qui correspondait à des chiffres de 2018. La VCR française est 24%, une des plus mauvaises. Actuellement, elle est 32%. C'est un peu mieux, mais c'est loin d'être suffisant. Et ceci avant la Covid. On va le voir sur des schémas dans un instant. Donc, le but est toujours de maintenir et d'améliorer ces couvertures vaccinales dans chaque pays en les augmentant dans toutes les cohortes des pays européens. Et vous voyez ici, pour les pays en noir, les garçons et les filles sont recommandés pour la vaccination et financés. En marron foncé comme la France, garçons et filles, enfin les filles sont recommandées et financées et les garçons pour l'instant recommandés. Bon, le financement est en cours. En marron un peu plus clair,
les filles sont recommandées et financées et les garçons ne sont pas recommandés, pas encore. Bon, ça date de 2020, donc ça a dû changer un petit peu aussi. En plus clair, comme ici en Pologne, les garçons et filles étaient recommandés mais pas financés. Et vous voyez, dans les autres zones encore roses plus claires, les filles sont recommandées non financées et les garçons pas du tout. Et dans les autres pays, rien du tout. Donc vous voyez, les choses ont un petit peu bougé quand même depuis 2020. Toujours dans cet article, on voit que la France était à peu près à 24% en couverture vaccinale versus 94% au Portugal. 99% au Turkménistan, vous voyez, 91% en Belgique, 91% en Islande, 60% en Suisse, 50% en Italie. Donc, il y a des taux assez variés. Voici une diapositive plus récente et l'article dont je viens de vous parler de Bonani, vous voyez, 24% en France avec 2 doses. En bleu marine, vous avez un schéma complet à 16 ans avec 2 doses et une dose à 15 ans. Et depuis, on a augmenté 27,9, 32,7, la 47 avec une seule dose pour des enfants nés en 2005, vous voyez, donc plus 16 ans, on est en 2021. Et je vous ai mis au passage les chiffres du grand test. 44% ici avec une seule dose, 37,4 avec les 2 doses qui arrivent. Donc, vous voyez une tendance globale à l'amélioration qui se maintient depuis le Covid-19, mais à cause du Covid, moins 45% de vaccination en mars 2020, puis moins 10 en août, puis moins 35% en novembre 2020 avec tous les sites et les références ci-dessous. Alors, une autre forme de résultats identiques, un autre article de 2020 sur ces couvertures, la France en bleu clair, vous voyez, on est à moins de 30%. Là, c'est simplement pour vous montrer la vaccination scolaire. Un petit test, c'était la school, P private et PU public. Donc, vous avez les âges, par exemple la France, voilà, 11 à 14 ans, en privé, en public, mais vous voyez, il n'y a pas de petit test. Il y a quand même beaucoup de pays qui vaccinent à l'école et ce serait bien qu'on arrive à homogénéiser tout ça. Et l'auteur insiste sur le fait que la réussite de ces taux de couverture vaccinale, ils sont élevés quand les programmes sont structurés, gratuits, avec un bon système d'invitation et un accès facilité à la vaccination, des doses disponibles et une vaccination scolaire comme on vient de le démontrer. Voilà. Maintenant que nous avons vu pour qui et pourquoi, nous allons finir avec la vaccination. Comment? Les vaccins prophylactiques que vous connaissez, les nouveaux vaccins qui arrivent tout doucement et on m'a demandé de rajouter quelques dias sur la sécurité vaccinale. Alors, la vaccination prophylactique que vous connaissez pour HPV est basée sur la protéine principale de la capside virale, donc ce qui entoure le patrimoine génétique, qui s'appelle L1. Et on a recréé des L1 artificiels, si vous voulez, donc des pseudo-particules virales ou virus-like particles, qui sont donc une capside, si vous voulez, des VLP-L1 sans matériel génétique à l'intérieur, c'est ça qui est intéressant. Donc, pas de pouvoir carcinogène, pas de pouvoir infectieux, mais un pouvoir immunigène important, capable de fabriquer beaucoup d'anticorps neutralisant les HPV. Ainsi, la vaccination génère un titre d'anticorps 10 fois supérieur à celui de l'infection naturelle. Pour le Gardasil 4 et le Cervarix, on arrive à 90% d'efficacité minimale contre les infections HPV 16-18 chez des femmes de plus de 25 ans. Et un article tout récent, parce qu'il y en avait très peu avant, de Jura en 2021, montre que chez des femmes de 27 à 45 ans versus 16-26 ans, une non-infériorité du Gardasil 9 au niveau du taux de conversion qui est très fort et de la sécurité du vaccin qui est très bonne. Les événements indésirables sont similaires entre les deux groupes et il n'y a pas d'événements indésirables graves rapportés. Je vous ai juste rajouté un virus complet pour que vous voyez bien la différence entre cette VLP-L1, cette capside vide, et là vous avez un virus complet avec un patrimoine génétique en orange de l'ADN à HPV. Voilà, donc ça c'est un vrai virus infectieux. Et ce qui se passe, pour rappel, avec l'infection naturelle, qu'on se le dise encore une fois, c'est qu'on ne fabrique pas assez d'anticorps sériques anti-L1, il n'y a pas de virémie à HPV, alors sauf quand on a un cancer, on peut trouver de l'HPV au niveau sanguin, ça c'est sûr, ça arrivera à se détecter de plus en plus couramment, mais pas pour l'instant. Enfin, ça arrive en tout cas. Les anticorps fabriqués en faible quantité, en plus, sont fabriqués tardivement, 6 à 12 mois après l'infection, donc pas terrible, et puis de manière très variable selon les gens. Et enfin, ces anticorps naturels, avec une réponse immunitaire cellulaire, ne contrôlent pas, ça ne marche pas, l'infection établie ou l'évolution des lésions. Il n'y a pas ces anticorps, donc la seule façon, il faut vacciner. Voilà un schéma que vous connaissez tous. Le fait d'être vacciné fait que des anticorps
baignent nos muqueuses épithéliales et les protègent. Et ceci marche d'autant mieux quand on est jeune. On ne le dira jamais assez, il faut être vacciné jeune. Et je vais juste vous citer 2 articles qui permettent de faire la démonstration au niveau des 3, Drolet et Ley pour le Canada et la Suède. Pour vous montrer que dans Lancet, en 2019, une méta-analyse, 60 millions de personnes, suivies post-vaccinales jusqu'à 8 ans, montrant l'impact de la vaccination quadrivalente ou bivalente à 3 doses par Gardasil 9, dans les 9 ans donc, qui suit la vaccination, montre une diminution significative des HPV 16 et 18, des CN2+, des verrues anogénitales et diminution significative chez les jeunes filles et femmes, d'autant mieux qu'elles sont jeunes, comme vous avez à gauche sur ce schéma, diminution plus forte avant 20 ans qu'après 20 ans et encore plus qu'après 25 ans. Donc, ceci a un impact sur le dépistage. Et l'autre article de Ley, une étude suédoise basée sur les registres suédois qui sont très conséquents, presque 2 millions de femmes vaccinées par Gardasil 4. On mesure le risque de cancer invasif en vie réelle. On a trouvé 19 cancers chez des femmes vaccinées, donc à vérifier sans doute mal vaccinées, et une majorité chez des femmes non vaccinées. On fait des comparaisons de taux d'incidence pour voir la réduction significative du cancer du col. Et comme vous voyez sur la courbe à gauche, en orange, des femmes non vaccinées, en bleu des femmes vaccinées entre 17 et 30 ans, et ici en vert des jeunes filles vaccinées avant 17 ans. Et vous avez une réduction significative de moins 88% versus les non vaccinés si on est vacciné avant 17 ans, et une réduction des cancers de moins 53% versus les non vaccinés si on est vacciné entre 17 et 30 ans. Alors Palmer en Écosse avait montré la même chose pour des CN3+, cette fois, entre 12-13 ans et à 17 ans, et ça marchait mieux encore à 12-13 ans qu'à 17 ans. Voilà. Donc l'âge est très important. Les nouveaux vaccins maintenant. Très rapidement, vous avez des productions de VLP L1 moins chères prévues dans d'autres vecteurs d'expression. On pourrait utiliser aussi la protéine de capside virale L2 qui augmente les anticorps cross-neutralisants. Donc ça, c'est très intéressant pour neutraliser plus d'HPV. Mais attention, c'est moins immunogène, ça s'assemble moins en VLP parce que L2 est minoritaire dans la nature par rapport à L1. Donc il est probable qu'on ait des nouveaux vaccins un jour avec des VLP chimériques L1, L2. Donc avec encore une fois des nouveaux systèmes d'expression important, on pourra rajouter d'autres types d'HPV ou alors l'immunité croisée suffira. Et la tendance est à réduire la dose de vaccin. On en est à 2 actuellement. 1 paraît à peu près insuffisant actuellement. Les vaccins thérapeutiques, pour finir cette partie, eh bien, on en a besoin. On aura certainement des vaccins à ADN, ARN, toujours intéressant parce qu'il n'y a pas d'adjuvant, des vecteurs viraux recombinants, des vecteurs bactériens, des vecteurs peptidiques ou protéiques, des vaccins basés sur des cellules dendritiques. N'oubliez pas que très peu de femmes dans le monde sont vaccinées, même s'il y a beaucoup de millions de femmes vaccinées actuellement, mais moins de 2% sont vaccinées entre 9 et 45 ans, notamment dans les pays avec la plus forte morbidité, ce qui est bien dommage. Ces vaccins thérapeutiques tardent un peu, c'est compliqué depuis longtemps parce que le trafficking du virus est complexe, le système immunitaire est complexe, et le but est de développer une réponse immune à médiation cellulaire, de développer des vecteurs recombinants par inhalation ou par voie orale, ce serait très intéressant pour l'immunité cellulaire, avec ou pas des adjuvants selon la nature du vaccin, comme on a dit tout à l'heure, bien cibler des antigènes toxiques comme les oncoprotéines E6 et E7. Il est aussi probable qu'on ait des combinaisons de vaccins prophylactiques et thérapeutiques. Et pour terminer, la sécurité vaccinale, où le profil de tolérance s'est bien établi, avec près de 130 pays, des 370 millions de doses distribuées dans le monde. Au passage, pour les femmes enceintes, il n'y a pas de risque associé avec le Gardasil 4. Et vous voyez donc tous les pays impliqués au niveau vaccination avec des projets nationaux en bleu foncé ici ou après nationaux envisagés ou en cours d'être envisagés. Alors, l'OMS, avec son comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins, établit des rapports régulièrement pour étudier la sécurité des vaccins. Dernier rapport de 2017 qui montrait une sécurité d'utilisation, une absence d'association entre la vaccination HPV et le risque de maladies démyélinisantes. Le profil de sécurité des vaccins a été décrété identique chez l'homme et chez la femme par l'HES. On a parlé des femmes enceintes tout à l'heure. Des articles comme ceux de Phillips et de Mouchet montrent avec des méthodes robustes, que je n'ai pas le temps de détailler,
qu'il y a effectivement une grande sécurité et Mouchet insiste particulièrement sur les maladies démyélinisantes avec les scléroses en plaques, névrite optique et syndrome de Guillain-Barré, montrant la non-association. Globalement, les études australiennes sur leurs immenses cohortes et de jeunes filles et de jeunes garçons vaccinés depuis longtemps ont décrit les effets divers, les événements indésirables, et je n'ai pas parlé d'effets, mais d'événements un petit peu différents, et les événements d'intérêt particulier, les syncopes, les thromboses, etc. Et ils décrivent les deux. Et en fait, ils décrivent 4500 événements indésirables rapportés, soit environ 5 pour 10 000 doses administrées, les plus fréquents étant les maux de tête, les malaises vagos, les nausées, les vertiges, que vous retrouvez sur l'article original ici, dans l'article de Phillips. Les malaises vagos sont apparemment plus fréquents chez les adolescents les plus jeunes, indépendamment du sexe. Aucun élément ne suggère une association causale avec les événements indésirables d'intérêt particulier étudiés, hormis les malaises vagos. Donc des résultats cohérents avec les autres données internationales, sans éléments nouveaux ou préoccupants relevés, et une sécurité confirmée à la fois chez les jeunes filles et les jeunes garçons. Concernant les maladies auto-immunes, avec des études françaises menées par l'ANSM et la CNAMS, je vous passe les détails, 840 000 jeunes filles vaccinées, avec 996 maladies auto-immunes et 1,4 million non vaccinés avec environ 3 000 maladies auto-immunes. Il s'agissait de... Alors, les maladies auto-immunes, les 14 répertoriées sont ici, avec des affections neurologiques comme Guillain-Barré, rhumatologiques comme la polyarthrite rhumatoïde, hématologiques, purpura, endocrinien, diabète, thyroïdite et gastro-intestinale, avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Voilà. Alors, le hazard ratio, qui est un genre de risque relatif en fonction du temps, il y a une dimension temporelle, c'est ça qui est important, là c'était par année, était de 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association entre les deux. Les résultats étaient assez clairs. Voilà. Et au niveau de la sclérose en plaques, la Société francophone de sclérose en plaques montre de la même manière une non-association à un risque accru d'une survenue de CEP ou d'un premier épisode démélinisant du système nerveux central, y compris les vaccins contre l'hépatite B, pour rappel. Et cette société montre aussi que ces vaccins, de manière générale, ne sont pas associés à un risque accru d'une survenue, d'une poussée chez un patient ayant une CEP, avec les références à la clé ci-dessous. En conclusion, il faut vacciner jeunes. La vaccination est sûre et efficace. Le profil bénéfice-risque est hautement favorable à la vaccination chez les filles et les garçons, immunogènes à moins de 3 doses, avec déjà quelques cross-protections décrites sur le col et d'autres organes. Il faut augmenter l'immunité de groupe. Alors certes, on peut augmenter et proposer la vaccination aux femmes et aux hommes plus âgés, comme on l'a vu, mais attention, plus on vaccine tardivement, moins on est coût efficace. On va coûter plus cher, alors qu'il est tellement plus simple de vacciner jeunes. Chez les femmes adultes, diminution du nombre de colposcopies et de conisations, ce qui n'est pas rien pour la sécurité sociale. Il faut bien sûr poursuivre les études de suivi vaccinal, augmenter les registres de vaccination, augmenter l'éducation des femmes et des médecins, suivre la prévalence des autres HPV, suivre l'immunogénicité du Gardasil 9, vacciner les femmes plus tardivement, vacciner en post-conisation, adapter le dépistage du cancer du col qui doit agir de façon synergique en attendant que tout le monde soit vacciné jeune et qu'on n'en parle plus et qu'on n'ait plus que quelques contrôles à faire, peut-être 2 fois, 3 fois dans la vie ou tous les 10 ans comme il est proposé dans les pays néerlandais. Les vaccins thérapeutiques restent nécessaires contre E6 et 7, je vous rappelle qu'ils sont les 2 oncoprotéines majeures du virus. Globalement, pour les vaccins, il y aura toujours le souci du nombre de doses, le coût du vaccin, le coût d'une chaîne du froid, d'où l'intérêt des nouveaux vaccins prophylactiques ou thérapeutiques du genre ADN. Alors encore ADN est plus résistant que l'ARN, mais aussi peptidiques, qui sont moins sensibles au froid, donc plus résistants, et pourquoi pas des combinaisons de vaccins prophylactiques et thérapeutiques, comme c'est décrit par ailleurs. Vous pouvez retrouver, pour terminer, beaucoup de données dans le site de l'INCa, sur icancer.fr, avec les dernières études de l'HAS. Et le président de l'OMS mondial, voilà la diapositive, pour le cancer du col au niveau mondial, vacciné à plus de 90%, dépisté au maximum au moins 70%, traité à 90%. Mais quand on vaccinera à 90%, on n'aura quasiment plus de dépistage ou beaucoup moins et les traitements resteront de mise dans certains cas. Voilà, merci de votre attention et je laisse la parole au speaker suivant. C'est bon pour vous? Vas-y.
Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Narges Klein, sage-femme de PMI à Strasbourg, et je vais essentiellement vous parler du rôle des professionnels de santé dans la promotion de la vaccination anti-HPV et le dépistage organisé contre le cancer de col de l'utérus. Beaucoup de choses ont été dites par professeur Clavel. Donc, en fait, les avantages d'une vaccination entre 11 et 13 ans, la grande majorité des jeunes de 11 à 14 ans n'ont pas débuté leur activité sexuelle, ce qui limite la probabilité qu'ils aient déjà été en contact avec l'HPV et la vaccination sera plus efficace. D'autre part, il est aussi possible de réaliser ce vaccin en même temps que le rappel de DT polio-coqueluche entre 11 et 13 ans. Et l'HAS estime que si on obtient une couverture vaccinale anti-HPV suffisante de la population, 60%, comme ça a été dit par Mme Clavel, on peut protéger les filles et les garçons contre les virus HPV, freiner les transmissions des HPV au sein de la population générale et mieux protéger les filles et les femmes non vaccinées, mieux protéger aussi les garçons et les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle. En fait, le constat actuel, c'est que la vaccination des filles et des garçons ont un double enjeu. Va éradiquer le cancer du col de l'utérus en association au dépistage et va réduire l'incidence et la mortalité des autres cancers HPV induits, tels que vulve, vagin, anus, pénis, ORL, pour lesquels la vaccination est recommandée, mais il n'existe pas de dépistage. Donc, de ce fait, 84% des médecins généralistes, ils se disent favorables à la vaccination des garçons et 66% pensent que ce serait un levier important aussi pour augmenter la couverture vaccinale. Recommander cette vaccination aussi sans considération de genre ou d'orientation sexuelle facilite aussi la position vaccinale. Et puis, 38% des parents qu'on a interrogés sont favorables à la vaccination de leurs garçons et 72% avaient déjà vacciné leurs filles. Il y a le rôle primordial du professionnel de santé. 42% des parents sont souvent indécis. Les principaux freins actuels sont le manque d'informations sur la HPV, la crainte des effets indésirables, l'absence des propositions par les professionnels de santé qui pourraient être un oubli ou parfois des anti-vaccins. On sait qu'à un âge où on ne va plus chez le pédiatre, après 13-14 ans, c'est le médecin traitant ou la sage-femme qui a un rôle particulier aussi dans le suivi. Le médecin ou la sage-femme a un rôle, c'est une personne de confiance. Donc, il est important d'apporter aussi toutes les clés à ces professionnels de santé pour qu'ils soient convaincus eux-mêmes de l'intérêt de la vaccination et puissent ensuite être aussi des personnes relais auprès des familles, notamment lutter contre la désinformation. Juste pour donner un exemple, je fais de la vaccination anti-Covid et à chaque fois, on se parle de la vaccination anti-HPV et j'ai rencontré récemment une maman qui est venue avec ses 3 filles pour vacciner les filles et je lui ai posé la question si elle avait vacciné aussi ses filles qui avaient entre 14 et 19 ans contre la HPV. Elle m'a dit, ce n'est pas la peine de m'en parler, mon médecin est contre, mon gynéco est contre et je suis contre. Donc, voilà. Donc, il faudra qu'on arrive à aussi convaincre les professionnels de santé puisque les personnes ont vraiment confiance en leurs médecins, gynéco, sage-femme. Donc, voilà, ça va véhiculer des bonnes informations. Et la HAS appelle donc à mettre en place une politique vaccinale plus engagée, donc le besoin de proposer de façon systématique la vaccination de la part des professionnels de santé. Je vais faire un petit focus sur les sages-femmes qui sont autorisées à prescrire et à vacciner la femme enceinte, le nouveau-né, l'entourage de la femme enceinte et du nouveau-né, selon une réglementation bien précise des textes de loi concernant les sages-femmes et le calendrier vaccinal en vigueur. Donc, les sages-femmes, elles peuvent réaliser la vaccination anti-HPV chez les filles à partir de 11 ans et on est en négociation pour les garçons. J'ai mis quelques liens qui vont vers les textes qui autorisent les sages-femmes à vacciner.
J'attire aussi votre attention par rapport aux mineurs. Une autorisation parentale est nécessaire pour vacciner la mineure et l'accord des 2 parents, c'est important. J'ai mis des liens qui vous orientent vers le consentement parental que vous pouvez télécharger aussi. C'est important parce que il y a eu des cas où un parent avait signé le consentement et l'autre parent était contre. Donc, on peut avoir vraiment des ennuis si on n'a pas l'accord des 2 parents. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour parler de la vaccination, que ça soit en consultation, en visite à domicile, en action collective. Vérifier le statut vaccinal, prescrire et réaliser ensuite le vaccin, parler de la vaccination anti-HPV pour elle, si elle a moins de 19 ans, et pour ses enfants, hein, si ils ont 11 ans et plus. Parler aussi de la protection vaccinale anti-HPV en prévention des autres cancers, comme ça a été dit, et cancers de l'utérus, mais des autres cancers HPV induits, tels que le cancer du pénis, anus et de la gorge, qui sont vraiment réellement en augmentation. Et comme ça a été dit, en France, près de 3000 nouveaux cas de cancer de col de l'utérus sont diagnostiqués et chaque année, environ 1100 femmes en décèdent. Il y a des questions fréquentes qui reviennent. Devant un enfant vacciné une première fois, avant 11 ans, quel schéma on doit adopter? En fait, il y a des pédiatres qui vaccinent avant 11 ans, puisque dans certains pays, on peut vacciner à partir de 9 ans. Donc, le schéma, c'est quand même, ça reste 2 doses M0 et M6. Et puis, s'il y a eu un oubli après la première dose, on a un délai de 5 ans pour faire le rappel. Donc, par exemple, si on a fait M0, mais M6 a été oublié complètement et que la personne n'a pas été chez le pédiatre ou le médecin, et tout d'un coup, on découvre, on a 5 ans pour faire le rattrapage. Et puis, il faudra attendre pour faire un vaccin DT polio. Non, on peut faire le DT polio en même temps que la vaccination anti-HPV. Alors, aujourd'hui, il y a le Gardasil 9 et parfois, il y en a qui ont débuté avec le Cervarix ou le Gardasil quadrivalent. En principe, la recommandation est de continuer avec le même vaccin dans la mesure du possible, mais vous pouvez ne plus le trouver sur le marché. Donc, on peut continuer avec le Gardasil 9 au niveau des rattrapages. Les personnes qui n'ont pas de mutuelle pour payer le reste à charge, parce qu'une partie est prise en charge par la sécurité sociale et il y a une partie qui reste. Donc, il y a la Ligue contre le cancer 67 et 68 qui prennent le reste à charge. Là, il faut prévenir le pharmacien et il y a des formulaires types pour ce genre de prise en charge. Donc, il y a aussi des questions encore fréquentes qui arrivent. On n'a pas assez de recul. Êtes-vous sûr que ce vaccin, je peux le faire? Il y a encore beaucoup de doutes. Comme ça a été dit par Mme Plavel, cette vaccination est proposée depuis presque 14 ans. À ce jour, il y a plus de 300 millions de doses ont été distribuées dans près de 80 pays et plus de 6 millions de doses prescrites en France. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. Le risque de bénéfice est élevé. Donc, il faut vraiment vacciner ces enfants. J'ai trop peur des effets secondaires et des maladies auto-immunes. Donc, comme ça a été dit, l'OMS reconnaît une excellente surveillance internationale, très rigoureux. Il n'y a pas de lien démontré entre les vaccins et les maladies auto-immunes, comme ça a été démontré tout à l'heure. Il n'y a pas de surrisque de syndrome de Guillain-Barré, ce n'est pas confirmé. Et donc, voilà, il y a des études très récentes que vous venez de voir. Petit rappel aussi par rapport aux jeunes, c'est souvent l'anxiété générée par l'injection avec une aiguille. J'ai peur de la piqûre, j'ai peur de l'aiguille. On le voit souvent quotidiennement pour la vaccination anti-Covid. Hein. On a beaucoup plus de malaise avec les jeunes que les personnes âgées qu'on a vaccinées en janvier. Donc, il y a vraiment ce côté anxiété généré par l'injection aussi qui fait peur aux personnes de venir vers la vaccination anti-HPV. Les effets indésirables aussi, les douleurs musculaires, la rougeur, voilà. À ce jour, comme ça a été dit, il y a beaucoup de doses ont été distribuées dans plusieurs pays, donc il ne faut vraiment pas avoir peur. Et les bénéfices liés au vaccin restent nettement supérieurs aux effets secondaires qui sont mineurs.
Aujourd'hui, voilà, le professionnel de santé, médecin ou sage-femme est l'acteur de santé de proximité pour les femmes à tous les âges et pour les jeunes garçons, en leur livrant des messages clairs adaptés à leur âge, leur situation, leur niveau de compréhension, parce que toutes les personnes ne comprennent pas l'intérêt du vaccin, ne comprennent pas comment agit le vaccin, donc il faut prendre son temps pour leur expliquer. Et puis, l'ensemble des professionnels de santé doivent aussi délivrer des bonnes informations, le même message pour que les patients ne soient pas désorientés. Avec des mots tout simples, les personnes comprennent souvent, je prends mon temps et après les gens me disent « mais maintenant je comprends comment agit un vaccin, donc voilà, je veux bien faire le vaccin ». On le voit quotidiennement pour le Covid aussi. Voilà, j'ai mis les sources importantes pour ce topo, que vous pouvez aller chercher des informations supplémentaires. Et je vous remercie de votre attention. Alors, on avait une première question. Voilà, alors si la première injection a eu lieu à 14 ans et 11 mois, faut-il faire une dose ou 2 doses par la suite? Donc, c'est une question qui a été posée apparemment ce matin par une maman. Alors, en fait, c'est 14 ans révolus. Hein. C'est donc à partir de 14 ans révolus, on peut faire les 3 doses. C'est l'information que j'ai. Alors, on l'a vu, il y avait une question sur les flyers, donc on vous répondra. On peut effectivement les commander comme on l'a vu tout à l'heure, et puis vous pouvez contacter le CRCDC. Les sites départementaux pourront vous dire comment faire. Alors, on a une question. J'ai notion que c'est la première injection qui enclenche le schéma vaccinal. Par conséquent, une patiente ayant reçu 2 doses après 14 ans peut recevoir une 3e dose après 21 ans. Donc, 2 doses après 14 ans. 2 doses après 14 ans, donc on arrive presque à 5 ans, comme on a dit, pour le rattrapage. Donc, c'est vraiment limite, quoi. C'est un peu tardif, oui. Ce qui compte aussi, si vous me permettez d'intervenir, c'est un espacement de temps correct entre les 3 doses. Normalement, c'est 2 et 6 mois. Ouais. L'efficacité sera moindre, plus on espace. Oui. Oui. La 2e dose, c'est vraiment l'effet booster. Voilà. Alors, la 3e dose, c'est aussi un booster parce qu'on arrive un petit peu tardivement et que les gens sont potentiellement déjà infectés par au moins un HPV. Donc, c'est histoire de remonter le seuil des anticorps. De toute façon, quand on rattrape, on sait qu'on sera moins bon, hein, surtout quand ils commencent à avoir 15-16 ans et qu'ils ont déjà eu des rapports sexuels. C'est vrai que la question peut se poser puisqu'on propose dans le genre masculin jusqu'à 26 ans. Donc, je comprends aussi les personnes, pourquoi les personnes peuvent poser ce genre de questions. Oui, alors dans le même genre, si la patiente a eu sa première dose avant 14 ans, que maintenant elle a plus de 19 ans, est-ce qu'elle doit faire 1 ou 2 doses d'injection de rappel? Alors, normalement, il faut faire 3 doses. Hein. Si on a dépassé 15 ans, il faut faire les 3 doses. Comme a dit le professeur Clavel, l'immunité baisse, plus on s'éloigne du schéma proposé, l'immunité baisse. Donc, cette 3e dose va venir booster vraiment et faire venir les anticorps. C'est ce que j'avais déjà entendu. Si c'est trop éloigné, on refait le schéma vaccinal, quoi. Voilà. C'est plus simple. Alors là, on a une question concernant les garçons. Donc, le médecin référent de mon fils a refusé de le vacciner sous prétexte qu'il a 19 ans et qu'il a déjà eu des relations sexuelles. Qu'en pensez-vous? Il faut le vacciner quand même, parce qu'il sera protégé par les autres vaccins, les autres HPV qu'il n'a pas encore attrapés. C'est rare d'avoir quand même les 7 oncogènes d'un coup. C'est plus souvent statistiquement avec l'HPV 16, mais admettons même qu'il soit déjà positif pour l'HPV 16, il sera protégé pour le 18, le 31, le 33, le 45, 52, 58, donc c'est déjà très important. Et il sera protégé un peu contre le 16, pas à 100%, mais un peu. Donc il faut le vacciner à 19 ans.
ou à 25 ans, quand il veut. En fait, on peut vacciner à n'importe quel âge, hein. C'est ce que je vous ai un petit peu montré tout à l'heure. Alors, plus vous vieillissez, plus vous avez de risques et plus vous avez de partenaires sexuels. Alors, selon les gens, bien sûr, mais plus vous avez de risques d'avoir rencontré différents HPV. C'est ça le problème. Oui, donc, pour la question pourquoi les hommes et femmes hétérosexuels ne peuvent-ils plus être vaccinés après 19 ans alors que les hommes homos Si, peuvent l'être ils peuvent jusqu'à être vaccinés, 26 hein. ans, ça c'est les Mm. recommandations. Mais en fait, Oui. ils peuvent être Ils vaccinés quand peuvent, même. oui, bien sûr. Voilà, oui, Ils oui. Voilà. peuvent être vaccinés seulement. Il faut savoir que pour les filles, c'est remboursé aussi. Il y a aussi le côté Ouais, c'est ça le sécurité problème. Ouais, ouais, ouais. sociale, c'est remboursé jusqu'à 19 ans, révolu, donc avant 20 ans. Et voilà, c'est un peu ce côté-ci qui bloque. Après, voilà, Oui. le vaccin coûte à un certain prix, 135 € à l'époque. Alors, je ne sais pas si ça va baisser ou ça baisse au fur et à mesure. Et c'est ça qui est le frein. Autrement, comme dit le professeur Clavel, on peut vacciner. Il n'y a Oui, bien pas sûr. d'âge. Mais vous avez raison, c'est le Alors, remboursement qui bloque un petit peu les discours, en fait. Voilà. alors, est-ce qu'il y a un délai à respecter entre la vaccination anti-Covid et la vaccination anti-HPV? Alors, je me permets juste de répondre parce que comme je travaille au centre de vaccination, on propose qu'il y ait au moins 1 mois d'écart entre les autres vaccins et le vaccin anti-Covid. Au moins. Si ce n'est le faire plus tard si ce n'est pas urgent. D'accord. Donc ça, on a répondu. Alors, est-ce qu'en tant que professionnel de santé de 24 ans, non vacciné, il y a une possibilité de se faire vacciner en centre Cégide? Alors ça, je ne vois pas le rapport professionnel de santé 24 ans par rapport à l'HPV. On peut se faire vacciner. Il n'y a pas de... Oui, alors moi, par contre, concernant les Cégides, je sais que tous les Cégides n'ont pas à se faire vacciner gratuitement. On a une D'accord, complément de... je ne crois pas. Non, mais je peux intervenir parce que Jean Botokeki, hein, je travaille aussi au Cégide. Donc, on vaccine en fait comme le protocole qui est dit ici, avec les précautions que vous avez données tout à l'heure, c'est-à-dire faire attention, c'est des mineurs. Par contre, pour les HSH, les hommes qui ont des relations avec des hommes, on les vaccine jusqu'à 26 ans. On suit le même protocole. Et les gens, ils n'avancent rien, c'est gratuit au Cégide s'ils sont dans le cadre réglementaire. Voilà. Mais on ne vaccine pas des gens, par exemple, si on n'a pas des relations avec des hommes, on ne vaccine pas à 23 ans au Cégide. On respecte vraiment le protocole qui est donné par les autorités. Mais c'est gratuit, hein, alors, les gens n'avancent pas. Si je peux compléter, je sais que tous les Cégides n'ont pas de vaccin anti-HPV. C'est à chacun de choisir s'ils veulent faire cette vaccination. Sur Charleville, nous en avons. Donc, voilà. Sur Strasbourg, je sais qu'il n'y en avait pas. Non, à Strasbourg, on n'en a pas. Et la ville de Strasbourg a un centre de vaccination qui n'en a pas non plus. Donc, pour le moment, ce n'est pas dans les mœurs. Peut-être, pourquoi pas, hein. Ça serait une très bonne idée. Alors je propose à Madame Karine Clément d'écrire sa question dans le chat. Et pendant ce temps, je vous pose une question qui sera en lien avec les présentations suivantes. Quel est le délai entre le rapport sexuel contaminant et la présence d'HPV détectable sur le col? La personne ne sait pas quoi dire aux patientes qui soupçonnent leur conjoint de les avoir contaminées. Alors là, je peux répondre. Il ne faut surtout pas s'amuser à ça parce que déjà, on ne sait pas, hein, dès qu'il y a un contact épithélial, le temps que ça touche les cellules épithéliales basales, que ça remonte tout l'épithélium, entre guillemets, cellule par cellule, et que les cellules desquamantes éjectent donc de l'HPV, là, franchement, on ne sait pas. C'est peut-être quelques jours, c'est peut-être un mois, peu importe. Il faut pas commencer à dire, c'est mon partenaire, entre guillemets, actuel qui m'a contaminé, ça, vous ne le saurez jamais. On a tous travaillé sur des études de cohorte comme ça ne marche pas comme ça.
D'autant plus que l'homme ne développe pas forcément les mêmes HPV en même temps que la femme. Par exemple, il peut avoir un 16 et le transmettre, il peut avoir un décalage du fait de trouver des HPV différemment entre l'homme et la femme. Et la femme ne saura jamais si c'est le premier petit copain, etc., ou le deuxième, peu importe. Voilà. Ça, c'est très difficile. On ne peut pas taxer le partenaire actuel de tous les maux. Et à mon avis, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. On ne peut pas savoir. Ça veut dire qu'elle a été une fois infectée. Ça peut être il y a un mois, ça peut être il y a un an. Surtout qu'on sait que les HPV peuvent entrer un petit peu en dormance. Donc, il peut être là peut-être depuis l'âge de 18 ans, et puis se réveiller à 25 ans ou 30 ans ou plus. Et c'est quasiment impossible de savoir si on a affaire à un vieil HPV ancré depuis longtemps, mais qui était avec une faible charge virale, qui passait indétectable au niveau des tests moléculaires et indétectable toujours au niveau du système immunitaire. Voilà. Donc ça, franchement, on ne sait pas. Pour savoir ça, il faudrait faire un test tous les ans. Bon, mais aucun intérêt ce serait trop compliqué. On ne peut pas savoir ça. Il faut dire qu'on l'a 80, quasiment tout le monde va rencontrer des papillomas dans sa vie au moins une fois. Voilà, pour au moins 80% des gens, si ce n'est plus. Donc voilà, mais on peut en rencontrer, c'est pas grave, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, enfin, ce qui est potentiellement dangereux, c'est que l'infection qui est présente au temps T0, le jour où elle est détectée par un test biologique, si la même infection est toujours là un an après, là, on tire une sonnette d'alarme tout simplement, mais c'est pas pour ça qu'on va faire une hystérectomie. Vous voyez, je caricature volontiers. Ça veut dire qu'il y a une infection qui dure, ça veut dire que le virus a matière à s'installer. Alors pourquoi il a matière à s'installer? Peut-être que vous fumez, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a d'autres soucis, etc., etc. Voilà. Mais il ne faut surtout pas stigmatiser le partenaire actuel. Ça se trouve, ce n'est pas de sa faute du tout. Voilà. Merci, c'est très complet. Juste, Ouais. on termine avec une dernière question et après on passe à la suite parce qu'on a déjà un peu de retard. Pouvez-vous rappeler précisément les recommandations pour les hommes homosexuels rapidement? Vaccination, proposer jusqu'à 26 ans avec 3 doses. Mais je connais Parfait. des hommes homosexuels qui se sont vaccinés à 30 ans, à 40 ans, mais ce n'était pas remboursé, toujours pareil. On peut le faire à n'importe quel âge. Ouais. Surtout que c'est d'autant plus intéressant, je vous dirais en conclusion, avec le Gardasil 9, qui contient plus d'HPV. Alors 6 et 11, on n'en parle pas parce que c'est les verrues anogénitales, mais c'est 90% des verrues anogénitales, c'est un fléau pour la sécurité sociale si on va jusque-là. Voilà. Mais ça, c'est vraiment très désagréable, les 6 et 11, mais bon, c'est pas mortel. Voilà. Tandis que les autres, les 7 oncogènes, pour attraper les 7 dans le temps, il faut vraiment avoir beaucoup de partenaires différents. Ce n'est pas du tout un critère de jugement de ma part, mais c'est voilà. Donc on a de quoi être quand même bien protégé avec le Gardasil 9. Admettons qu'on ait 1 ou 2 HPV, c'est vraiment très rare d'avoir les 7. Voilà. Donc le vaccin vaut le coup. Alors voilà, c'est